magazine scientifique de France Inter. Vous êtes dans la tête au carré, c'est le moment de découvrir la suite du feuilleton signé Daniel Fievé avec aujourd'hui des tests de personnalité pour les chevaux. C'est la suite donc de cette série consacrée aux recherches menées pour aider les éleveurs. Et aujourd'hui donc on s'intéresse à une étude originale qui vise à cerner le tempérament des chevaux. Une étude qui est réalisée par Léa Lansade, c'est une jeune chercheuse du laboratoire d'études du comportement animal de l'INRA de Nouzilly, c'est près de Tours. Quand on a commencé, il n'y avait pas beaucoup de choses. Quand on parlait du tempérament d'un cheval, c'était toujours avec des qualificatifs très subjectifs. Voilà, ce cheval a du cœur, ce cheval a un bon mental. Mais tout ça, on ne pouvait pas les mesurer, pas comparer les chevaux entre eux et donc pas faire de sélection. Donc au cours de ma thèse, on a créé ces tests pour évaluer la personnalité des chevaux. Alors là, nous allons... J'y crois pas. C'est incroyable ce qu'elle dit, cette Léa Lansade de l'INRA. Prévoir le caractère d'un cheval dès le plus jeune âge, c'est bizarre. Si on disait ça pour l'homme, je pense que beaucoup de personnes s'en offusqueraient au nom des droits de l'homme. Moi le premier. Moi, c'est Cyril, j'ai 23 ans. Je pratique l'équitation depuis l'âge de 8 ans. J'ai passé tous mes galops et en fait, je ne suis bien qu'avec les chevaux. Je travaille dans une entreprise pas loin de chez moi, mais surtout j'habite à moins de 300 mètres de mon centre équestre. Franck, mon moniteur, m'encourage beaucoup et me permet de monter chaque jour, en échange de petits services et surtout en faisant travailler le cheval d'un propriétaire. Vous revenez au trot. Je pratique surtout le CSO et le dressage. Ces deux disciplines me plaisent beaucoup et je les trouve assez complémentaires. Voilà, et on va le faire dans une notion un petit peu plus groupée, c'est-à-dire avec les nains pas trop loin derrière, tout en gardant des notions de sécurité. Oui, mieux. Voilà. Voilà, libère-toi. Et tes jambes. Très bien. Voilà. Donc Mathis, pense à un petit peu plus de mouvement à garder tes rênes tendues. Il faut par propulsion plus tendre tes rênes. D'accord Mathis? Là c'est bien, pense à ta rectitude. Reste toujours et ton objectif, le milieu avancé, milieu et droit. Cédric, le 4 ans, là, il est encore un peu joueur. Je pense qu'il a un très bon potentiel. Il faut tenir dessus parce qu'il est encore un peu joueur, mais au fur et à mesure, ça va se caler. Hein. Et pour nous, Cyril, pensez à garder tes coudes au corps pour pas t'opposer au mouvement en avant. Ouais. OK? Bien, vous les rentrez au pas gentiment. Vous en occupez bien, vous faites le tour des soins. C'est sympa, ce cheval-là. Hein. Super. Donc, franchement, je me suis fait super plaisir. Donc, maintenant, l'objectif pour moi, ça serait d'acquérir le même type de cheval. C'est vrai, tu voudrais devenir propriétaire? Donc, voilà. Seulement qu'on parle de ce que ça représente, hein, de passer de cavalier de club à... C'est un cap, je suis d'accord. Propriétaire, et puis que tu saches bien quels sont les avantages et les inconvénients. Oui. Et puis on va essayer d'aller trouver la perle. La perle rare. Voilà, en attendant, tu t'en occupes bien. Oui. Et tu le rentres. Ok, merci. Il est vrai que au sein d'un club, quand tu évolues, il y a un stade où tu as envie d'être propriétaire parce que tu veux concrétiser ton travail sur un cheval. Donc tu as le stade de la demi-pension dont tu es passé. Et je comprends tout à fait que, effectivement, la demi-pension fait que le cheval passe. Tu n'en es pas propriétaire, tu voudrais donc t'arrêter sur un cheval. Voilà. Donc moi, mon intervention, il faut savoir que la priorité, c'est ton coup de cœur. Oui. Moi, je suis juste là pour essayer de rentabiliser au mieux ton budget.
hein, pour pas faire d'erreur. Et puis, t'indiquer au mieux le choix, hein, t'aiguiller dans ce choix pour pas faire d'erreur. Hein, pour que ce soit vraiment, l'achat soit un plaisir. Et non pas le contraire. Ah, oui. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire il est trop petit, trop grand, trop bleu, trop vert, trop fin. Et automatiquement, je veux dire, on n'achète pas les chevaux pour les autres cavaliers. Hein, on achète le cheval pour soi-même. Donc il faut quand même écouter son coup de cœur et aussi être aiguillé par de vrais professionnels pour savoir si le niveau du cavalier correspond au cheval. Ouais, super. Franck trouve que c'est une bonne idée d'avoir un cheval à moi. Bon alors, je veux qu'il soit grand comme moi, travailleur, actif, sensible mais pas peureux, qu'il soit déjà un peu travaillé mais pas trop, que je puisse le faire évoluer, qu'il soit affectueux et complice, en bonne santé bien sûr, bien proportionné et évidemment très beau. Je ne sais pas si je veux un étalon, un hongre ou une jument. Franck a un ami, Thibaut, qui a son centre équestre. Il a quelques chevaux à vendre et ils en ont déjà parlé un peu entre eux. Oh, il est super ce centre. Et les chevaux sont tous beaux. Je suis sûr que je vais trouver mon bonheur. Ça va bien? Bien et toi? Cyril, Thibaut, Bonjour. Cyril. Donc on vient voir ton cheval. Ouais, pas de Et problème. puis, donc Cyril, un ami cavalier qui cherche éventuellement D'accord. un cheval. Donc on peut regarder en même temps. Eh ben ok, on y va. Eh ben le cheval dont je t'ai parlé, il est au manège, avec une petite cavalière dessus, donc on va aller le regarder. Voilà. Ok, donc c'est celui-ci là. C'est celui-ci. Donc c'est un cheval qui est très gentil, très fiable. Peut convenir aussi bien à un jeune cavalier qui n'a pas trop d'expérience, comme un cavalier avec un peu plus de métier. Voilà. Tu as déjà tourné un peu, non? Réellement. Ouais. Il a fait quoi en concours ces derniers temps? Ces derniers temps, il a fait un concours, une ancienne appellation, une A4, où le cheval s'est plutôt bien comporté, puisqu'il sort de sa première A4 à 65. Et voilà. Il vient de prendre 13 ans. Ça correspond dans les âges que tu cherchais, c'est ça? Le cheval d'âge? De métier. Donc Cyril est à la recherche éventuellement d'un cheval plus jeune, hein, comme il ne sait pas trop encore ce qu'il désire, quelle discipline il désire faire. Et puis il me suit aussi, c'est pour avoir un peu une idée, il sait ce qu'il y a déjà à la maison, il voit, et puis de voir un peu l'extérieur. Et puis toi, si tu as des créneaux un petit peu pour qu'il puisse prospecter. Ouais, dans ce que cherche Cyril, j'ai peut-être un cheval qui peut convenir, mais on est déjà un petit peu plus haut dans l'âge, c'est pas 7 ans, on est plus sur 8-9 ans. Donc ce que je vous propose, c'est déjà d'aller voir ce cheval qui est dans les écuries. Donc là, tu aurais donc un cheval qui correspondra. Oui, qui pourrait correspondre. C'est un cheval de 8 ans qui est ici. Mais à ma voir de la taille de ton cavalier et la taille de ce cheval, je pense que... Ça veut dire quoi? Qu'il est trop grand, on lui coupe la tête? Voilà, il est un peu trop grand pour le cheval, je pense. Ça, c'est l'essai qui le dira, mais je pense qu'il faut plus de taille. Voilà. On peut regarder un petit peu ce qui existe sur Internet et dans les revues spécialisées, les petites annonces. Après, le conseil que je te donne, mais j'imagine que ton entraîneur a dû te donner, c'est que les petites annonces et Internet, y aller seul, c'est un risque. Il faut toujours, à mon avis, être encadré. Et le problème, c'est les garanties qu'on a derrière. Est-ce qu'on a vraiment des garanties? Je ne sais pas. Alors qu'en passant par des professionnels de la vente,
Donc des marchands de chevaux, dignes de ce nom. C'est un petit peu comme un concessionnaire de voitures. Si ça ne va pas, il y a toujours possibilité d'une reprise, d'un échange et de réajuster la situation. Après, pareil, il y a le moyen d'aller voir avec des éleveurs, directement chez les éleveurs. Bon, c'est pareil, il faut y aller encadré avec ton moniteur. Moi, ce que je peux faire, c'est dans mon réseau propre, mes connaissances chez les marchands de chevaux, chez les éleveurs, je peux me renseigner. Je peux chercher de mon côté. Dès que je trouve, je peux appeler Franck, lui dire ce que j'ai. Donc effectivement, il y a déjà une question de taille, on voit bien. Ouais. La tranche d'âge, je pense pas plus de 8 ans. Non, pas plus. Et après un cheval, éventuellement pour l'instant polyvalent, il n'est pas encore très décidé sur la discipline, mais voilà, il va falloir que... Je pense que c'est en essayant après. Logiquement, je me ferai une idée en essayant. En tout cas, merci bien de ton temps. J'espère que tu l'auras un peu aiguillé dans son choix. De toute façon, je pense qu'il faut qu'il en voit pas mal. Merci de ton aide. Si je peux me permettre de te conseiller une dernière fois, ne fais rien seul. Reste toujours bien encadré par un professionnel de qualité, de confiance. Et... Les différentes professions qu'on va trouver dans l'achat d'un cheval, c'est d'abord l'enseignant, le cavalier, le marchand ou l'éleveur, ou le vendeur, le vétérinaire. Et je pense que l'association de tous ces gens-là nous donne une idée sur l'achat et vient appuyer ou pas le coup de cœur de l'acheteur. Je pense que chaque professionnel doit rester dans son domaine. Bon, là, c'est pas gagné. Il est super sympa, Thibaut, mais j'avais pas pensé que c'était si compliqué. En plus, maintenant, je sais plus si je veux un cheval de dressage ou de CSO, et puis pour l'âge, c'est compliqué aussi de choisir. Tous les chevaux qui sont arrivés ici sont arrivés à l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Pourquoi? Parce que 2 ans et demi, 3 ans, c'est l'âge où le cheval est adolescent, et là, on a déjà une bonne définition de ce qui sera dans les années à venir. Vous ne pouvez pas acheter un cheval comme une... Il y a 1000 manières d'acheter un cheval. Hein. Moi, je sais que il y a plein de choses qui sont liées. Hein. Il y a des atomes crochus qui fonctionnent avec les uns, avec les autres. Et vous avez chez le cheval, quand vous regardez les yeux, la manière dont il porte ses oreilles, la manière dont il se déplace et tout ça, vous avez pas mal d'explications sur ce qu'il est. Alors l'avantage avec le cheval et avec l'homme, c'est que quand vous l'achetez, il est comme il est. Et vous n'avez pas de surprise après. Mon but, c'est le spectacle. Donc c'est clair, la robe et la morphologie du cheval a une importance capitale. D'abord parce que la robe, il la garde. Vous ne pouvez pas aller choisir un cheval si vous ne savez pas. Alors, il y a d'autres moyens de ça. C'est de trouver des gens à qui vous faites confiance et qui vous conseilleront par rapport à l'analyse de la personne qui va réclamer un cheval. On va vous dire qu'est-ce que vous voulez faire avec, est-ce que vous savez, quelles sont votre expérience, tout ça, le bagage. En gros, on va lui demander son curriculum vitae du cheval. Et puis, à partir de là, si l'homme est honnête, il va lui conseiller de tel ou tel cheval. Bon, l'achat aux enchères, c'est pas pour moi. Faut vraiment être un professionnel pour pas se tromper. En rentrant à la maison, je vais peut-être aller sur Internet voir les sites des éleveurs. Mais d'abord, je vais aller voir Monsieur Gouello. Il élève des chevaux espagnols. C'est super comme cheval, surtout pour le dressage. Le cheval ibérique, c'est le Puras espagnol et le pur sang lusitanien, puisqu'il y avait un seul et même sud-bouc jusque dans les années 85. Bon, ces chevaux servent de plus en plus pour le dressage. Pourquoi pour le dressage? Parce que ces animaux, ces chevaux ibériques, sont les inventeurs de la haute école. À l'école de Versailles, c'était des chevaux ibériques. Donc ils ont inventé la haute école. Qu'est-ce que c'est que le dressage? C'est la haute école moderne. C'est la haute école codifiée, sportive, mais c'est de la haute école. Voilà. Donc c'est
forcément leur première utilisation. En plus, ils ont vraiment été sélectionnés là-dedans. C'est aussi l'une des races qui a été exceptionnellement sélectionnée en plus de ses capacités physiques, que de son potentiel, mais pour le mental. Donc tout ça, ça aide aussi. Ah oui. Et il est évident qu'on présente forcément une sécurité avec un suivi en amont, c'est-à-dire qu'on est là, on va vous montrer le père, la mère, la grand-mère, le pourquoi on a fait ce croisement, voilà. Etc. Est-ce que ça va correspondre à ce que vous voulez? Voilà. Et puis en aval aussi pour votre futur, parce que si jamais, pour une raison quelconque, parce que suivant les lignées, ils n'ont pas tous absolument rigoureusement toujours le même caractère, il y avait un problème quelconque, ben on est là, et puis on n'est pas loin. Pour répondre à ma question. La France, chaque point cardinaux est accessible, quoi. Voilà. Donc ça représente, à mon avis, bien évidemment, une sécurité. Outre ses qualités physiques, mais c'est son bon caractère, sa gentillesse. Bon, c'est allié en plus à de la noblesse, à un côté spectaculaire. Ils sont quand même très esthétiques. Ils ont la classe, voilà. Bon. Ben, je pense qu'il n'y a qu'à le regarder pour comprendre. Et le confort. Oui, on va ajouter le confort. Bien sûr. Bon, ce sont des chevaux qui vous donnent tout. Ils ont un cœur qui est gros comme ça. C'est même des chevaux dont il ne faut pas abuser. Bien sûr. Il faut faire attention. Chevaux en plus très rustiques. Nous, tous les poulains, toutes les mères vivent dehors. Voilà. Ce sont des chevaux plutôt tardifs. Tardifs au niveau évolution. Alors, ce sont des chevaux qui ont une vraie croissance jusqu'à l'âge de 6 ans. D'accord, ah oui. Ça, c'est un cheval qui peut aller en Grand Prix. Hein. Bon, après, ça ne tient qu'à vous. Voilà. Oui, bien sûr. Alors, franchement, il est génial. Franchement, il est super. C'est un cheval super bien dressé, il n'y a rien à dire. Et on le sent volontaire et gentil. Oui, complètement d'accord. Et je pense que une qualité de ces chevaux, c'est leur rebond, c'est leur classe, quoi. Tout ce qu'ils doivent dégager. Même avec moi qui ne le connais pas, je pense qu'il est franchement joli à côté. C'est incroyable. Je ne suis jamais monté sur un cheval aussi réactif. À chaque petite sollicitation, il comprenait ce que je voulais et le faisait immédiatement. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a été beaucoup travaillé ou si c'est des aptitudes naturelles chez lui. Si c'est ça, je vais finir par penser que Léa Lansade de l'INRA a raison. Faudrait que je la contacte pour comprendre ce fameux BAC, bilan des acquis et du comportement. Il paraît qu'avec son étude, elle a prouvé que l'on pouvait prédire le tempérament du cheval de façon fiable dès l'âge de 8 mois. Donc là, pour la longe, on a un protocole également détaillé avec un certain nombre de tours à chaque main, au pas, au trot et au galop, pour que tous les chevaux soient testés de la même façon. Tout le travail, je suppose un travail de transition qui permet... Voilà, c'est ça, d'évaluer les transitions des différentes allures, savoir si le cheval a été entraîné pour la longe et s'il répond bien ou s'il ne connaît pas du tout cet exercice. Donc on note tous les comportements de vigilance, donc les deux oreilles sont pointées dans une direction, bien tous les comportements de hennissement. On note la vitesse de l'allure. Voilà, c'est pas forcément attention, il va. C'est ça. Voilà, les sauts de mouton, les tentatives de saut de mouton, et on note la fréquence, le nombre de fois il le fait. D'accord. Pareil, sur un temps déterminé, bien précis.
Alors comme c'est un bilan destiné plutôt à des chevaux de loisirs, le cavalier et le manipulateur doit être très passif. Le but n'est pas du tout de dresser le cheval dans ce test, mais voilà, de laisser apparaître les difficultés. Et donc voilà, si le cheval doit se mettre en défense, on laisse apparaître les défenses, puis c'est ce que l'on note. Et donc il a un comportement relativement passif. Voilà, donc le cheval a fait 9 pas au moment du montoir. Il a gratté 2 fois, il n'a pas fait de défense particulière. Donc on rentrera tout ça dans le logiciel tout à l'heure, ce qui lui calculera une note lors du montoir. D'accord. À nouveau une tentative pour passer à l'allure supérieure. En tout cas, il n'a fait aucune défense, aucun saut de mouton. Non. Il ne cadre pas, il ne roule pas. Ce qu'il aime, c'est accélérer son allure beaucoup. Cheval qui va beaucoup vers l'avant. Ok. Donc là, on va tester les transitions. Donc on va faire une transition un peu plus compliquée, celle du pas vers le galop. Et donc à chaque plot, là il y a 5 plots, le cavalier a un ordre précis. Donc au début, il met très peu d'aides et à la fin, il met des aides de plus en plus fortes. Et en fait, on voit que là, le cheval a répondu dès le premier plot. Voilà, donc c'est ça, c'est une échelle graduée. Donc encore une fois, aucune subjectivité. Et donc là, il a répondu dans la première zone. Et maintenant, on va voir la transition inverse, c'est-à-dire du galop, une transition descendante, du galop vers le trot. Donc pareil, des aides progressives. Voilà, donc là, entre la 2 et la 3e zone, il a répondu. Il n'a pas répondu dès la première zone. Maintenant, on va faire une épreuve d'obstacle et on va regarder le comportement du cheval face à une petite barre. L'objectif n'est pas de voir s'il a des capacités sportives importantes, mais juste si on peut se faire plaisir en sautant un petit obstacle de temps en temps. Donc le saut se fait au trot et le cavalier... Là, en fait, on voit la maniabilité avant, après, oui, pendant. c'est ça, ouais. Donc on regarde s'il accélère avant, après la barre, s'il dévie sa trajectoire avant, après, s'il touche ou non, et également tous les comportements qu'il peut manifester. Étudier le comportement du cheval, ça a pas mal de retombées pour la pratique. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle l'INRA s'intéresse à ça en partenariat avec les haras nationaux, parce que ça a des implications pour la filière équine en général, les éleveurs, les utilisateurs, etc. Alors en fait, on regarde 5 aspects de la personnalité du cheval, je peux vous les citer. Alors un qui est primordial, c'est la peur, le niveau de peur du cheval. Il y a des chevaux qui vont être plus ou moins peureux que d'autres. On a également le niveau de grégarité. Il y a des chevaux qui vont supporter plus ou moins de se séparer des autres. Ça, c'est très important pour l'utilisation. On a un autre paramètre intéressant qu'on vient de mettre au point, c'est la sensibilité sensorielle. Il y a des chevaux qui vont être très attentifs à toutes les stimulations de leur environnement, toutes les stimulations sensorielles, et d'autres beaucoup moins. Et notamment les stimulations tactiles. Donc là, ça fait référence à la réponse du cheval face aux aides du cavalier. Il y a des chevaux qui vont répondre plus ou moins facilement à ça. On mesure également la réactivité vis-à-vis des humains, évidemment, et puis son niveau d'activité. Il y a des chevaux qui ont tendance à toujours bouger, toujours être dans le mouvement, et d'autres chevaux beaucoup plus calmes. Donc voilà, on a ces 5 paramètres qu'on est capable de regarder grâce à des tests bien précis. Alors après l'épreuve en carrière qu'on vient de faire, on a une épreuve en extérieur avec une dizaine d'exercices, dont cet exercice, là, le but c'est que Gérard fasse le tour de cet objet qui est potentiellement effrayant pour le cheval. Et il a les rênes relativement longues et on va regarder, donc c'est ça que je vais noter. L'objet, c'est une chose toute bête, quoi. Oui, alors ça peut varier, hein, voilà. Ça peut complètement varier. Voilà, et donc moi je note la proximité avec l'objet grâce à un schéma que j'ai sur ma feuille. Alors là on voit que le cheval n'a aucun problème, il est au ras de l'objet, ce qui n'est vraiment pas le cas de tous les chevaux, il le touche, ce qui est vraiment plutôt même rare. Donc là il n'a vraiment aucun problème vis-à-vis de ça. Voilà, et pareil, tous les comportements de défense, mais il n'en a pas eu. Ouais. Donc là, on va terminer l'épreuve en extérieur par une épreuve d'allure. Donc le cheval va marcher, trotter, galoper pendant une dizaine de minutes en extérieur. Et comme tout à l'heure en carrière, on va noter ses allures, est-ce qu'il a tendance à bien maintenir l'allure ou à être trop actif, voilà. Et aussi toutes ses défenses qu'il peut faire, des piles, des demi-tours, s'il embarque, etc. D'accord. Alors là, on voit quand même que c'est un cheval vraiment très actif, même beaucoup plus actif en extérieur qu'en carrière, ce qui était peut-être un peu prévisible. Alors là, on vient de voir que le cheval a fait un pile, il a eu peur de quelque chose, donc ça aussi c'est rapporté. Donc il recommence. Il a bien peur. Voilà, donc je note toute cette attitude, toutes les positions de vigilance, le nombre de fois où il fait demi-tour éventuellement, où il recule. Et
parmi les différentes épreuves de l'extérieur, on a cette épreuve qui consiste à passer sur une surface inconnue par le cheval et on va chronométrer le temps qu'il met pour passer et toutes ses défenses. Pareil, on ne force pas, on regarde juste s'il va y passer assez facilement ou non. Le but, c'est pas de le dresser encore une fois, c'est d'évaluer s'il le fait volontiers ou pas. Donc je coche les zones dans lesquelles il a été à chaque fois. Voilà. Et maintenant, je vais regarder les défenses, le nombre de défenses qu'il a fait. Donc en fait, tout à l'heure, il n'a vraiment pas fait de défense, ce cheval. Donc on est à 0, là. Voilà, c'est tout ce qu'il a fait. Donc là, ce qui va se passer avec le logiciel, c'est qu'il va calculer des notes en intégrant vraiment tous les comportements du cheval. On va pondérer en fonction de ses défenses. Il peut par exemple avoir fait une excellente transition, mais en ayant fait des défenses. Donc là, on va pondérer... Ça va pas forcément mettre en valeur la transition. Non, ça va pas forcément mettre en valeur la transition s'il a fait des défenses. D'accord. Donc on a une dizaine de notes qui récapitulent le comportement à pied, autant pour le comportement en carrière, à l'obstacle et en extérieur. Et la force aussi du livret, c'est qu'on va comparer ce cheval avec une population de référence d'une centaine de chevaux qu'on a déjà testé au préalable pour dire comment il se situe dans la population, si c'est plutôt le quart inférieur, le quart du milieu, le quart supérieur. Et alors là, ça intègre son niveau de dressage à un moment donné, ce qui ne veut pas dire que le cheval va être comme ça. Voilà, définitivement comme ça. En revanche, on a vu que c'était quand même un cheval plutôt très actif, qui a quand même tendance à même tirer. Donc voilà, ça ressort beaucoup d'énergie. Ça ressort sur toutes ces notes d'allure et de transition. On voit qu'il est un peu dans les notes extrêmes, parce que voilà, c'est un cheval très actif. Donc au final, c'est pas un cheval très adapté, c'est plus un cheval adapté pour un bon cavalier et pour le sport. Ouais. Professionnel, quoi. Plutôt professionnel, vraiment cavalier éclairé. On s'était dit, il y a peut-être des tempéraments, ça n'ira à personne. Et non, en fait, on s'aperçoit que on a autant de demandes que de cavaliers. Donc ça, c'était plutôt le résultat positif de l'histoire. Donc aucune réponse au filament le plus fin. Une réponse au filament le plus épais, et pour un filament intermédiaire, pas de réponse. Donc voilà, il fait partie des chevaux qui frémissent quand même, mais au plus gros filament, ce qui correspond bien aux chevaux plutôt destinés au loisir et ce qui correspond au cas d'Icare. Les chevaux de compétition, de sport ou de dressage peuvent réagir dès le premier filament le plus fin, celui que nous, on ne sent même pas. Alors l'intérêt de ces tests pour l'utilisateur, c'est évidemment d'avoir un cheval qui lui convient bien, avec lequel il va se faire plaisir, un cheval qui est de son niveau. Et ça a aussi un intérêt, notamment pour les centres équestres. Donc en réalisant ces tests, par exemple en conseillant au club d'acheter des chevaux qui ont des profils très bas, qui sont très peu grégaires, très peu sensibles, très peu peureux, on peut espérer limiter les accidents. Alors en aucun cas, l'INRA préconise aux associations de races de faire des croisements avec d'autres races, c'est pas ça. Ce serait plutôt de sélectionner au sein de chaque race les chevaux qui ont le meilleur comportement et si le tempérament est héritable, de privilégier ces animaux. Parce que pour le moment, il y a quand même un gros problème de sélection des chevaux sur le comportement, puisqu'en fait, ce qui se passe souvent, c'est que que la personne, quand elle a une jument, qu'elle n'arrive pas à monter parce qu'elle est trop difficile, qu'elle a un tempérament inadapté, plutôt que de ne rien en faire, il va la mettre à la reproduction. Et donc là, on a une contre-sélection sur le comportement. Donc on essaye de sensibiliser les gens à ça et de leur donner des outils pour mesurer objectivement le tempérament et qui sélectionnent les chevaux en fonction de ça plutôt que l'inverse. Reprendre un tour d'eau. Très bien. Garde toujours tes coudes au corps. Super. Voilà, Cyril. Bien ça. Ok, bien mieux ça. T'as senti que là, t'étais plus proche de l'objectif, quel qu'il soit, quelle que soit la discipline. C'est respecter la locomotion de ton cheval et d'utiliser au mieux les capacités de ton cheval. Bon, pour moi, c'est clair. Si je veux un cheval avec du potentiel, il faut surtout pas que je l'achète à quelqu'un qui ne connaisse pas précisément ses origines. Sinon, je risque d'avoir quelques mauvaises surprises. Mais bon, pour trouver un cheval qui a du potentiel, je fais comment ? Tiens, je vais en parler à Daniel. Il a plusieurs chevaux au centre. Lui, il les achète pour les revendre au bout d'un moment mieux travaillés. Il doit avoir un truc pour pas se tromper.
La façon de faire, je pense que c'est de se déplacer sur les concours, bon, d'un certain niveau, parce que c'est là où on voit les meilleurs chevaux, hein, d'un niveau quand même assez important. Et puis d'en faire beaucoup, hein, de prendre son temps. Surtout, oui, parce qu'il ne faut pas se précipiter. Ouais. Voilà, parce que c'est vrai que c'est très, très difficile. On croit avoir un bon cheval, et puis après, en fonction, au bout d'un certain temps, on se dit, ah bah non, en fin de compte, ça ne correspond pas. Ouais. Mais il est vrai que sur les terrains de concours, on voit beaucoup de chevaux montés par des bons cavaliers, ce qui permet de voir une grande qualité de chevaux. Moi, je suis cavalier, mais vraiment amateur, et mes chevaux, je les ai achetés pour les faire monter par un cavalier professionnel et pour les valoriser. Oui, après, pour voir, effectivement, je serais peut-être à mon niveau aussi un revendeur. D'accord. Là, faut pas que je rêve. Je suis pas mauvais cavalier, mais de là à faire de la plus-value... Et puis c'est pas ça que je cherche. Pascal, elle a acheté un super cheval pour le monter elle-même. En fait, ça fait quelques mois que j'ai ce cheval. Oui. Et bon, je suis cavalière essentiellement de dressage. Quand il s'agit de trouver un cheval, on est retourné avec David chez Carlos Pinto, que je connaissais depuis plusieurs années. Et Carlos nous a présenté quelques chevaux, dont Ricorte. Et ça a vraiment été un coup de cœur parce que ce cheval est magnifique et qu'il sait faire énormément de choses. Et le jour où Carlos nous a présenté, il nous a fait une démonstration grandiose. Et j'ai dit, c'est celui-là que je veux et pas un autre. Le choix était soit de prendre un cheval jeune, mais bon, je n'ai pas la prétention d'avoir un niveau suffisant pour être capable moi-même de faire progresser un cheval. Donc j'ai préféré acheter un cheval tout fait, comme on dit. Oui. Et l'avantage d'un cheval de haut niveau, c'est que c'est un maître, c'est lui le moniteur. Donc quand vous avez un cheval qui sait tout faire et que le mouvement ne passe pas, ça ne vient pas du cheval, ça vient de vous forcément. Donc il est capable de vous enseigner plein de choses. Il faut être très, très conscient quand on achète un cheval de ce niveau, qui sait faire beaucoup de choses, qu'en tant que cavalier amateur, on n'a aucune compétence pour pouvoir le faire progresser, ni même le maintenir à ce niveau-là. Donc ça nécessite un entraînement intensif, quotidien, et qu'il soit repris en main plusieurs fois par semaine par David, qui est mon moniteur, pour remettre un petit peu les boutons en place, on va dire. Tu veilles à ce qu'il reste bien souple, que tu aies des sensations assez agréables et confortables dans les doigts. Ton cheval reste souple. Voilà, souple devant et qu'il reste un peu plus actif derrière. Ok, après là tu marches large, puis tu rassembles un petit peu le trot dans ton dos. Quand on a une idée précise de la discipline, qu'on a un certain niveau, reste à savoir si on veut un cheval avec du potentiel à exploiter, avec du potentiel tout de suite exploitable, ou un cheval exploitable dans le niveau qu'on a au jour où on l'achète. Donc il faut se poser les questions, les réelles questions, de savoir à quel moment on veut l'exploiter en compétition, jusqu'à quel niveau nous-mêmes on veut tourner. Voilà, c'est bien, tranquille dans les mains, tranquille dans les mains. Bon, c'est aussi une solution de faire comme Pascal. Mais là, financièrement, je ne pourrais jamais me le permettre. Non, faut que j'en trouve un assez jeune, pas trop cher, que je puisse évoluer en même temps que lui. Franck m'a dit d'aller voir monsieur le maire. Il vend des chevaux depuis longtemps, je peux lui faire confiance. C'est un pro. Il faudrait que vous me fassiez part de vos sentiments, ce que vous recherchez exactement dans l'âge, et voir si la robe a de l'importance pour vous. Bon, donc déjà, un cheval pas trop vieux, qui a bon caractère. Pas trop vieux dans le sens où je pense qu'il faut que j'ai un côté évolution avec, parce que j'ai un petit objectif personnel, c'est débuter dans les épreuves à 1m15. Dans le but aussi de pouvoir évoluer avec ce cheval.
Ce que je voudrais, c'est le garder, quoi. C'est pas de la revente que je veux derrière. C'est vraiment un cheval pour moi qui va me servir, entre guillemets, une bonne partie de ma vie, quoi, pour sortir en concours. Alors là, éventuellement, je peux vous faire essayer un cheval, un selle français qui a 8 ans. Est-ce que dans l'âge, ça vous convient, 8 ans? 8 ans, c'est très bien. Après, il est très bien dressé, mais c'est un cheval qui... C'est important pour moi, ça. Son dressage, comment il saute et tout. Quand les gens viennent chez un marchand de chevaux, le marchand s'engage dans la continuité. C'est-à-dire qu'après, s'il a un problème, en général, on change le cheval ou on suit ça de très près, quoi. On ne laisse pas du tout tomber le client. Et par la suite, même si le client évolue dans la compétition, il veut acheter un cheval avec un petit peu plus de qualité. Donc on reprend l'ancien cheval pour revendre un autre cheval. Ça, c'est, si vous voulez, chez un éleveur, c'est difficile. C'est pas le rôle de l'éleveur de reprendre le cheval et d'en vendre un autre. Il peut en vendre un autre, mais c'est pas son rôle de le reprendre. Donc il faut bien qu'il y en ait qui le fassent, et donc c'est le rôle du marchand de chevaux. Ok, pour commencer, vous faites un petit tour au pas. Ouais. Hein, pour faire connaissance avec le cheval. Ça va, vous vous sentez bien à l'aise dessus? Voilà, ça c'est parfait là. Voilà, très bien. Tout à l'heure, vous étiez un petit peu près de l'obstacle. Très bien. Il saute de mieux en mieux, le cheval. Vous commencez à vous comprendre tous les deux, c'est très bien. Parfait. Le cheval idéal pour vous, c'est le même exactement, avec un petit peu plus de gabarit. Ouais. Celui-là, il manquerait un petit peu de gabarit compte tenu de votre taille. Ah, il saute bien. Mais ça, c'est très bien, parfait là. Puis c'est très bien monté. L'entente est très bonne. À partir du moment où l'entente est bonne, là, on sent qu'on peut monter les barres et puis on va regarder autre chose parce que le gabarit, là, c'est un petit peu juste, quoi. Mais un plus grand avec un petit peu plus d'encolure. Bon, là, ça y est. J'ai trouvé un cheval à ma taille. Enfin, j'espère que la visite chez le vétérinaire va bien se passer. Bonjour. Bonjour. Donc, je suis Cyril, je vous avais contacté par téléphone. Pour la visite d'achat, c'est ça? Voilà, visite d'achat de ce cheval. Ok, vous avez descendu votre cheval? Oui, il est au box. Un de vos collègues s'en occupe. Bon, tip top. Il est parti au box. Bien. Ce cheval, vous l'achetez pourquoi? Donc, pour en faire un cheval purement de sport, donc c'est saut, éventuellement du dressage aussi. On va déjà contrôler à l'achat que le cheval qu'on nous présente a des documents. Donc on veut voir le livret signalétique, on va voir quel est le vétérinaire qui le suivait, s'il est à jour de ses vaccins, et puis il faut exiger la carte de propriétaire. Il y a encore trop de transactions qui se font sans translation de la carte de propriétaire. Ça, il faut éviter. C'est que manifestement, le dernier propriétaire n'a pas soldé le prix, donc on va vers les ennuis. Donc première chose, on exige le livret et la carte de propriétaire. Donc et vous avez quel niveau? Galop 7, amateur. Galop 7, amateur. D'accord, c'est votre premier cheval? Oui. Premier cheval, d'accord. Ok, très bien. Donc là, j'ai juste noté donc, tout ce qui concerne le cheval. Donc là, je reprends tout. Hein, c'est en fait comment dire, sa carte d'identité. Oui. D'accord. Moi, dans mes conventions, je prévois que c'est l'acheteur qui choisit le vétérinaire. Il est donc donneur d'ordre, c'est lui qui devra payer la visite. Mais je prévois que si la visite est négative, elle restera à la charge du vendeur. Ça a un avantage, c'est que les vendeurs qui sont de mauvaise foi et qui savent que le cheval risque de ne pas passer la visite, eh ben, le présenteront pas à la vente parce qu'ils savent qu'ils vont se prendre une visite supplémentaire à leur charge. Voilà, donc on voit.
Donc, bon, bah, c'est le bon cheval, hein, parce que le signalement graphique est bon. J'ai le bon numéro sur le transpondeur, donc ça, c'est bon. Donc, la prise de sang, on peut faire... c'est une prise de sang pour connaître son état de santé, d'accord? Si vous le désirez, on peut faire aussi une recherche d'anti-inflammatoires ou de produits dopants, mais c'est surtout pour connaître son état de santé. Oui. Donc, savoir s'il est anémié, pas anémié, si les enzymes musculaires sont bien. On peut faire aussi des sérologies. On peut faire tout un tas de choses, quoi. Donc après, en fonction de la visite, vous me direz si on fait toutes les prises de sang ou pas. Je suis obligé de les faire maintenant parce qu'une fois que le cheval commence à trotter, ça modifie un petit peu les paramètres hématologiques. Le petit gars. Pour connaître le fonctionnement, l'oxygénation du sang, on le fait au niveau du sang artériel. Voilà. Donc là, c'est bien. Oh, vous allez voir, je vais le mettre dans une machine qui permet de connaître le gaz du sang, d'accord? Donc si on a un bon gaz du sang, c'est-à-dire un bon niveau d'oxygénation, parce que c'est ça qu'on recherche, c'est-à-dire que le poumon fonctionne bien, qu'on n'a pas de pathologie pulmonaire sous-jacente, ça n'empêche pas de l'ausculter. Voilà. Voilà, c'est très bien, vous voyez, on est à 99 là. Donc normalement, bon, un niveau d'oxygénation correct, c'est entre 85 et 100. D'accord. Hein, donc à 90, on est très bien. Voilà. Bon, donc ça, on appelle ça le test à la menace. D'accord, donc c'est ce que je recherche. Ce qui est un vice rédhibitoire. Et donc pour évaluer l'œil, il faut le feu. D'accord, donc ça fera que vous le fassiez. Des lombalgies. Donc là, je fiche le dos pour voir si je peux le mobiliser, s'il est souple. Bon, souvent, ils n'aiment pas trop ça. Donc toujours, pendant tous ces moments-là, j'évalue toujours le comportement du cheval à la manipulation, s'il est simple, facile. Hein. Ouais. Pour l'instant, pour moi, c'est un cheval facile. Hein. Donc c'est sûr, par rapport à l'activité. Par exemple, là, on appréhende si en concours, il va être difficile à gérer, s'il aura peur des camions, si on peut l'attacher. Si... Ça va, oui, il bronche pas. Hein. Hop. Bah, il est relax, hein. Il est relax. C'est bon. Voilà. C'est bon. Donc préparez-vous à aller au trot. Ouais. Au trot. Ouais. Ça, c'est pour voir s'il y a des anomalies cervicales, ce qu'on appelle le syndrome du chien. Essayer d'aller en ligne droite, c'est pas facile, hein, je suis d'accord. Ok, c'est bon, très bien. Impeccable. Donc bah là, on a fini. Donc je dirais globalement, c'est une visite correcte, d'accord. Que par rapport à une activité de loisir, je trouve que le cheval est vraiment gentil. Un petit manque de sang, hein, mais bon, ça peut être une qualité aussi dans tout un tas de situations. Après, d'un point de vue locomoteur, sur le cercle main droite, sur le terrain dur, très légère irrégularité, d'accord, qui disparaît sur le souple. Et au galop, une tendance à se désunir. Les tests de Jarret étaient corrects. À mon avis, c'est plus des lombalgies. Par contre, vous savez que pour faire du dressage, si vous voulez en faire, vous aurez un problème d'engagement. Voilà. Par contre, pour le CSO, je ne pense pas que ça vous gêne outre mesure. D'accord ? Donc, après, on passe à l'imagerie, si vous êtes d'accord, si le cheval vous intéresse toujours. Hein. Alors moi, mon but, c'est surtout de conseiller mon client, d'accord. Et mon client, au moment de la visite d'achat, c'est l'acheteur, d'accord, qui me fait intervenir un peu comme un expert, qui va essayer de lui donner toutes les informations nécessaires à sa prise de décision, d'accord. Donc, on fait cet examen clinique et de là va sortir des informations.
Après, donc, en fonction de ces informations, je vais dire, vous pouvez faire tel type ou tel type d'examen. Je l'informe sur toutes les possibilités qu'il a. Il n'y a pas de limite en termes d'examen. On peut faire un bilan radiographique très, très, très complet. Là, ça n'a pas été le cas. Il a choisi une option plus light. On peut faire des échographies, des fibroscopies. On peut faire tout ça, d'accord ? Tout ça de façon à tendre à le maximum d'informations pour ce qu'il estime pour lui sa marge de sécurité par rapport à la valeur et puis par rapport à sa perception des choses, tout simplement. Une fois qu'on a tout cela, le but du vétérinaire, évidemment, c'est de faire une synthèse de tout cela. D'accord ? Donc je fais une synthèse, je l'explique au cavalier acheteur et je lui dis si je pense qu'on est capable de le gérer par rapport à ce qu'il a envie de faire, par rapport à ses besoins. Et puis voilà, c'est ça le but. C'est pas vraiment de forcément refuser ou accepter un cheval, c'est surtout donner un mode d'emploi sur la façon dont on s'occupe d'un cheval. Donc c'est pour ça qu'il n'y a absolument pas tabou de dire, voilà, ce cheval aura besoin de ce type de soins. Si déjà vous mettez une plaque amortissante, du silicone éventuellement, si vraiment le cheval paraît sensible, mais sur le cercle, le cheval était quand même assez correct, d'accord ? Ouais. Après, si on regarde le dos, sur le dos, le test surface est positif, mais j'ai pas de lésion majeure. Donc globalement, par rapport à la visite et les radiographies qu'on a faites suite à votre demande, le bilan est bon. Donc on aurait pu faire éventuellement les radios de jarret, mais bon, comme vous vouliez limiter les frais à cela, on ne peut pas exclure que ce soit plutôt des lombalgies qui soient, aussi responsables de son défaut d'engagement et de ses changements de pied. Et peut-être non, c'est un véritable avis dans lequel on s'engage. La visite d'achat, je pense qu'elle a pour but de clarifier la situation à la fois entre l'acheteur et le vendeur. Par exemple, là j'ai proposé un bilan radiographique complet, d'accord, et puis dans 2-3 ans, le cheval se met à boiter d'un postérieur. On fait la radio, on décèle un fragment d'osteochondrose. Dans mon rapport de visite d'achat, ça sera dit que le monsieur ne voulait pas de radio du postérieur, et donc on ne pourra pas parler de vis caché en tant que tel, bien sûr, mais il aura refusé d'être informé. Et donc, à la fois, ça protégera le vendeur et ça clarifiera la situation. Une fois que le vétérinaire vous a donné le feu vert, une fois que l'enseignant ou le conseiller technique a dit que le cheval pouvait correspondre tant sur le plan de son niveau que de l'adéquation avec le cavalier, parce que ça aussi, c'est important. Il faut régler le problème de l'adéquation. Une fois que c'est fait, je conseille systématiquement de rédiger ce contrat de vente. La vente peut être immédiate, paiement du prix, échange des papiers, ou peut renfermer ce qu'on appelle des conditions suspensives. Par exemple, que le cheval soit apte à tel type de compétition et va être laissé 2-3 mois ou une saison à l'acheteur potentiel pour qu'il puisse réellement tester les capacités du cheval. J'imprime un contrat de vente et puis on signe ce document. C'est très léger, c'est très facile. Il n'y a pas besoin de faire ça avec un avocat, encore moins d'un notaire non plus. C'est 2 exemplaires, chacun signe les 2, chacun en garde un et puis c'est fini. On a un acte de vente qui fera la loi des parties s'il y a une difficulté. Donc le livret, on a vu tout à l'heure, nous permet de voir si le cheval a été traité, s'il est en règle avec ses vaccins, s'il est pucé. C'est un document qu'on transmet et qui apparaît sur l'acte de vente comme ayant été remis à l'acquéreur. La carte de propriétaire, elle est endossée, c'est-à-dire qu'au verso, le vendeur indique qu'il vend le cheval à l'acquéreur, donc, et l'acquéreur doit compléter cette carte-là et l'envoyer au CIR, normalement sous les 8 jours. Le CIR va lui établir, dans un délai actuellement de 1 mois et demi, 2 mois, une nouvelle carte à son nom. Étant précisé que la carte de propriétaire n'est en droit qu'une présomption de propriété.
Il est génial ce cheval. J'ai bien fait de prendre mon temps pour le choisir. Franck avait raison. Il faut écouter les autres, tenir compte des conseils, se faire soi-même sa propre opinion et faire son choix coup de cœur raisonné. Enfin là, je me demande si c'est pas plutôt lui qui m'a choisi.